Le Québec entre les années 1970 et 2000 a été le théâtre de mystères sombres qui sont restés non résolus pendant des décennies. Deux histoires, séparées dans le temps, sont unies par la même tragédie. La violence inexplicable contre les femmes et la quête incessante de justice. D'un côté, la jeune Hélène Monast, dont le 18e anniversaire s'est terminé dans la terreur à l'ombre d'un parc tranquille, son corps découvert avec un détail sinistre qui résonnerait pendant des années. De l'autre, Diane Grégoire, une mère de famille partie pour faire des courses et qui s'est simplement évaporée. Sa disparition donnant lieu à un labyrinthe de mensonges tissés par celui qui aurait dû le plus la protéger. Deux vies interrompues, deux enquêtes qui ont défié le temps. Ceci est une plongée dans les traces perdues d'Hélène Monast et de Diane Grégoire. Restez avec nous. Si vous voulez comprendre comment ces énigmes ont finalement été résoutes ou pourquoi elles restent brûlantes, likez cette vidéo, abonnez-vous à Traces perdues et activez la cloche pour ne rien manquer de nos investigations. La soirée du samedi 10 septembre 1977 aurait dû être une pure célébration pour Hélène Monast. C'était son 18e anniversaire, un jalon qu'elle a marqué avec des amis chez Marius, une pizzeria locale au cœur de Chambly. Plus tard, elle s'est rendue au Luxor. La nuit était remplie des joies simples de la jeunesse. Vers 23 heures, Hélène a appelé sa tante qui vivait sur la rue Mignot pour lui dire qu'elle était en chemin et qu'elle arriverait dans environ 15 minutes. Son frère Yves l'avait déposée près du parc plus tôt, un chemin familier dans une ville qui semblait sûre. Après avoir quitté la pizzeria, Hélène a commencé à marcher avec une amie, Christiane. Elle a également été vue parlant avec cette amie et un homme non identifié. Vers 23h15, les deux amis se sont séparés près du motel Mon-Repos. Hélène a poursuivi sa route vers chez elle, seule. C'est la dernière fois qu'on l'a vue vivante. Vers 23h30, dans le silence profond du parc des Ateliers, Hélène a été attaquée. L'assaut a été rapide et brutal. Son meurtre est probablement survenu en 10 minutes. Le lendemain matin, dimanche 11 septembre, une résidente a regardé par la fenêtre de son appartement et a vu une forme allongée, immobile, sous un grand arbre dans le parc. Les autorités ont été appelées. Hélène Monast, en ce premier jour de sa 18e année, était morte. Son corps a été découvert dans le parc adjacent au canal de Chambly, un endroit pittoresque derrière le 224 rue Maurice, un lieu de loisirs communautaire transformé en site de tragédie profonde. La découverte a envoyé une onde de choc à travers la petite communauté, marquant le début d'une affaire qui resterait non résolue pendant près d'un demi-siècle. Le lendemain, alors que les enquêteurs de la Sûreté du Québec examinaient la scène de crime, un détail étrange et crucial est apparu. Hélène était allongée sur le dos, dévêtue à l'exception de son chemisier remonté sur ses bras. Elle portait encore sa montre Timex et un collier. Éparpillé près d'elle se trouvait son jean bleu, son sweater assorti et un seul de ses boucles d'oreilles dans l'herbe. Les enquêteurs ont également récupéré un gobelet en plastique, un paquet de cigarettes Export A et une boîte de chiclets. Mais son sac à main bordeaux a disparu et n'a jamais été retrouvé. Pourtant, c'est l'énigme de ces chaussures qui allait hanter l'enquête pendant des décennies. Les récits de l'époque sont contradictoires. Une version affirme que ces chaussures manquaient totalement. Une autre, plus détaillée, rapporte que ses souliers à plateforme beige et lacés ont été retrouvés placés à côté de son corps. Ses chaussettes soigneusement rangées à l'intérieur, mais les lacets avaient disparu. Ce détail était si crucial que les enquêteurs ont spécifiquement demandé à la famille si Hélène portait des chaussures à lacets. L'autopsie, réalisée par le docteur Jen Hould au bureau du coroner de Montréal, a confirmé que la cause du décès était une strangulation, mise en évidence par une fine marque de ligature sur son cou. Bien que l'examen n'ait trouvé aucune preuve définitive de viol, les médecins ont observé qu'elle avait été cruellement frappée avec de multiples marques de morsures sur le corps, en particulier un sein, les amenant à conclure qu'il s'agissait d'un crime sexuel. Les premiers jours de l'enquête, menée par des policiers expérimentés comme Gaston Rioux, qui avait travaillé sur d'autres meurtres de jeunes femmes, ont été marqués par une frustration croissante. Des témoins ont rapporté avoir vu une activité suspecte dans le parc cette nuit-là, mais les informations n'ont pas suffi à mener à une arrestation. Surtout, une faille systémique cruciale allait se révéler des années plus tard.
la similitude frappante avec un autre meurtre récent, celui de Louise Camirande, retrouvée étranglée avec son propre lacet de chaussure dans les cantons de l'Est 6 mois plus tôt, n'a pas été publiquement connecté par les autorités à l'époque. Cet échec à reconnaître un modèle potentiel a permis à un prédateur de rester dans l'ombre. Le meurtre d'Hélène Monaste n'était pas un acte isolé dans le Québec de la fin des années 70. Cette période fut particulièrement violente dans la province. Rien qu'en 1977, on dénombrait 179 homicides, un chiffre stark contrastant avec les 68 enregistrés en 2013. Pour les jeunes femmes, c'était une époque de peur palpable, alors que les rapports de disparition et de morts violentes devenaient tragiquement fréquents. Une constellation de meurtres non résolus forma ce que certains ont appelé les champs de la mort du Québec. Parmi les victimes de cette sombre période se trouvait Sharon Prior, 16 ans, disparue à Montréal en mars 1975 et retrouvée morte à Longueuil. Louise Camirand, 20 ans, disparue d'un dépanneur de Sherbrooke en mars 1977 et retrouvée étranglée dans la neige 11 jours plus tard. Jocelyne Houle, 24 ans, disparue d'un bar de Montréal en avril 1977 et retrouvée battue à mort à Saint-Calixte. Et Teresa Allor, 19 ans, disparue de son campus universitaire de Lennoxville en novembre 1978. Pendant des années, ces affaires furent traitées séparément par différentes forces policières, mais des chercheurs indépendants et les familles des victimes, notamment John Allor, le frère de Teresa, commencèrent à relier les points, donnant naissance à la théorie du tueur au lacet. Cette théorie postule qu'un seul et même tueur en série serait responsable de plusieurs de ces meurtres, reliés par un profil distinct. Les piliers de cette théorie sont glaçants de cohérence. Le modus operandi, la strangulation souvent avec une fine ligature. Le meurtre de Louise Camirand, étranglée avec son propre lacet de botte, donne son nom à la théorie. Les lacets disparus de la scène du crime d'Hélène Monaste constituent le lien le plus direct et le plus troublant avec cette signature. La victimologie. Les victimes correspondaient à un profil consistant. De jeunes femmes, généralement entre 16 et 25 ans, agressées dans des situations quotidiennes et à faible risque, rentrant chez elles, allant à un dépanneur, quittant un bar. La géographie du crime. Les meurtres se sont produits en grappe géographique serrée, couvrant la rive sud, les cantons de l'Est et la région montréalaise, suggérant un tueur mobile, familier avec le réseau autoroutier et les routes rurales de la région, qui lui servaient à la fois de terrain de chasse et de site de dumping. Pendant que cette terrifiante image d'un prédateur en série émergeait lentement, la famille Monaste, elle, vivait son propre calvaire. La sœur d'Hélène, Nicole, se souvient de leur proximité avec une douleur intacte. « On était très proches », se rappelle-t-elle. « Elle me prenait dans ses bras en me disant qu'elle s'ennuierait quand je serais partie. » Hélène rêvait de devenir vétérinaire et avait passé son été à travailler avec diligence, emballant des haricots dans une conserverie et aidant lors de soirées de bingo à l'aréna locale pour économiser de l'argent. Elle était à l'aube de sa vie d'adulte. Au fil des années, Nicole est devenue une avocate infatigable pour la cause de sa sœur. Submergée par le choc initial et des années de silence de l'enquête, elle s'est parfois éloignée du dossier, trouvant le fardeau émotionnel trop lourd, surtout après la mort de leur père en 2017. Pourtant, sa détermination n'a jamais complètement vacillé. En 2015, elle a réussi à convaincre l'organisation Échec au crime de proposer une récompense de 2000 $ pour toute information menant à une arrestation et a personnellement distribué des centaines d'affiches dans Chambly. Elle a coopéré extensivement avec les journalistes et les groupes de soutien, s'assurant que l'histoire de sa sœur ne soit pas oubliée et que la pression reste sur les autorités pour trouver une résolution. Son combat solitaire était un contrepoint poignant à la théorie plus large du tueur en série, une quête personnelle et acharnée pour la justice pour Hélène, tandis que d'autres tentaient de dénouer l'écheveau entier d'une vague de violence qui semblait trop systémique pour être une coïncidence. Pendant plus de 3 décennies, le dossier Hélène Monaste a semblé figé dans le temps, un casier poussiéreux parmi tant d'autres. Le premier signe tangible de renouveau est apparu en 2009, avec la création par la Sûreté du Québec de l'équipe des dossiers non résolus. Le cas d'Hélène fut l'un des tout premiers à être intégré à son portefeuille, une reconnaissance officielle de son importance
mais qui souleva aussi des questions sur l'absence initiale d'autres affaires similaires de la même époque. Le signe le plus visible de cet intérêt renouvelé se manifesta le 11 septembre 2015, jour du 38e anniversaire de la découverte du corps. La SQ installa un poste de commandement mobile dans le parc des Ateliers, sur les lieux mêmes du meurtre, exhortant toute personne détenant la moindre information, même anodine, à se manifester. Cette opération spectaculaire, bien qu'elle n'ait pas mené à une percée immédiate, envoyait un message clair. L'enquête était à nouveau active. Mais la véritable révolution est survenue grâce à une convergence d'acteurs déterminés en dehors des structures policières traditionnelles. L'organisation à but non lucratif Meurtres et disparitions irrésolues du Québec, MDIQ, a joué un rôle pivot. En février 2024, le MDIQ a annoncé qu'il prenait officiellement en charge le cas Monast, confiant à l'enquêtrice bénévole Mélissa Champagne la tâche de réexaminer l'intégralité du dossier. La stratégie du MDIQ est de servir de conduit moins intimidant pour les témoins qui auraient pu hésiter à parler à la police il y a des décennies, transmettant toute information nouvelle, pertinente à la SQ. Cet effort citoyen a été amplifié par une attention médiatique soutenue. En 2017, l'affaire fit l'objet d'un épisode de l'émission populaire Poirier Enquête, tournée sur place à Chambly et diffusée sur la chaîne Historia. Ces productions, ajoutées aux recherches fondatrices publiées par John Allor sur son blog, ont été instrumentales pour maintenir les affaires dans la conscience collective et mettre en lumière les échecs systémiques des enquêtes originales. Aujourd'hui, l'espoir le plus concret repose sur la science médico-légale moderne. L'avènement de la généalogie génétique a révolutionné l'investigation des cold cases à travers le monde. Cette technique utilise l'ADN d'une scène de crime pour identifier un suspect en recherchant des parents éloignés dans des bases de données généalogiques publiques, puis en construisant un arbre généalogique pour cibler l'individu. Au Québec, cette méthode n'est pas théorique. Elle a fait ses preuves. Récemment, elle a permis d'identifier Franklin Romine comme le meurtrier de Sharon Pryor en 1975 et celui de Catherine Deyo en 2008. Ces succès créent un précédent porteur d'espoir pour le dossier Monast. Comme l'a noté Mélissa Champagne du MDIQ, le potentiel d'une percée grâce aux preuves ADN reste un moteur puissant pour réexaminer l'affaire. Si un échantillon biologique de l'agresseur, provenant des vêtements d'Hélène ou des marques de morsure, a été préservé depuis 1977, la technologie existe désormais pour donner un nom à cette preuve silencieuse. Le combat n'est plus seulement celui d'une famille, mais celui d'une communauté entière d'enquêteurs, citoyens et scientifiques, unis pour répondre à une question vieille de 47 ans. Le meurtre d'Hélène Monast reste une plaie ouverte pour sa famille et pour la communauté de Chambly. Son histoire est un microcosme tragique d'une époque au Québec où une série de jeunes femmes furent sauvagement tuées, leurs affaires laissées en suspens pendant des décennies. L'enquête initiale, bien que menée par des officiers expérimentés, a souffert d'un échec critique. L'incapacité à reconnaître une pattern plus large de violences sérielles, un problème systémique aggravé par le cloisonnement des juridictions policières. Durant les longues années de silence qui suivirent, la quête de justice fut portée non pas par des institutions, mais par l'amour inébranlable d'une famille qui a refusé que Hélène soit oubliée. Aujourd'hui, une nouvelle coalition composée de proches, d'enquêteurs citoyens et de journalistes a forcé l'affaire à refaire surface, armée de l'espoir puissant que la science moderne puisse enfin répondre aux questions qui les hantent depuis une génération. Qui a tué Hélène Monast et pourquoi? Le chemin vers la justice, bien que long, n'est pas fermé. L'héritage d'Hélène n'est pas seulement celui d'une victime, mais aussi celui d'un catalyseur qui a exposé les failles d'un système et inspiré une nouvelle forme de persévérance dans la recherche de la vérité. Le 31 janvier 2008, à 16h11, un appel au 911 donne le coup d'envoi de l'une des affaires criminelles les plus médiatisées et complexes de l'histoire récente du Québec. Au bout du fil, Paul Laplante, camionneur et ancien maire, signale la disparition de son épouse, Diane Grégoire, 51 ans. Son récit en apparence est celui d'un contretemps banal, une journée de shopping qui a mal tourné. Laplante affirme avoir déposé son épouse dans l'après-midi à l'hypermarché Walmart du centre commercial Promenade Saint-Bruno,
sur la rive sud de Montréal. Il précise être ensuite allé déjeuner seul dans un restaurant du centre commercial et être retourné à leur point de rencontre habituel vers 16h pour constater que Diane n'était pas là. Dans les jours qui suivent, alors que la police de Longueuil installe un poste de commandement dans le stationnement du centre commercial, LaPlante offre aux médias une théorie qui semble empreinte d'une triste plausibilité. Il suggère que Diane aurait pu fuguer, submergée par le chagrin, pour vivre seul le premier anniversaire de la mort de leur plus jeune fils, Grégory. Le garçon de 13 ans s'était suicidé presque exactement 1 an plus tôt, le 5 février 2007. Cette explication, liant la disparition à une blessure familiale profonde et incontestable, établit la narration initiale. Pourtant, cette base soigneusement construite de préoccupations et de deuil allait s'effondrer sous le poids d'une enquête de 4 ans. Une enquête qui révélera une histoire non pas de douleur mais de tromperie, de cupidité et d'un crime prémédité qui allait choquer la province. L'appel des 16h11 ne fut pas le début d'une recherche pour une femme disparue, mais le premier acte d'un labyrinthe de mensonges construit par son meurtrier. L'enquête débute rapidement. La police de Longueuil interroge des centaines de clients et de commerçants et, point crucial, passe au crible des heures d'enregistrement des caméras de surveillance de l'ensemble du complexe. Le résultat est sans appel et sonne le glas de la crédibilité de Paul LaPlante. Dès le 5 février 2008, la police fait une annonce publique fracassante. Il n'existe aucune preuve que Diane Grégoire soit jamais entrée dans le centre commercial ce 31 janvier. Aucune caméra ne l'a captée, aucun témoin ne se souvient d'elle. Sa présence à l'endroit même où son mari prétend l'avoir laissée n'était qu'un fantasme. En l'espace d'un instant, Paul LaPlante n'est plus simplement le dernier à avoir vu son épouse. Il est l'unique source d'une histoire que les preuves physiques ne peuvent corroborer. Du jour au lendemain, il passe du statut d'époux éploré à celui de suspect principal. La disparition de Diane Grégoire entre alors dans une nouvelle dimension, bien plus sombre. Le décor est planté pour une longue quête de vérité, où chaque pas en avant devra se frayer un chemin à travers un épais brouillard de mensonges. La théorie de la fugue due au chagrin vous semble-t-elle crédible en rétrospective? Ou était-ce, selon vous, une manœuvre calculée dès le début? Votre analyse nous intéresse, partagez-la dans les commentaires. Pour comprendre la complexité du meurtre de Diane Grégoire, il est essentiel de regarder au-delà du crime lui-même et de se pencher sur la dynamique familiale qui l'a précédé. La famille Grégoire-LaPlante, résidant à Saint-Hyacinthe, projetait une image de normalité suburbaine qui cachait en réalité des fissures profondes et des pressions grandissantes. Au cœur de cette tragédie se trouvait Diane Grégoire, une mère de 51 ans décrite comme dévouée et réservée, et son mari, Paul LaPlante, un homme au passé public d'ancien maire de Saint-Liboire, mais dont le présent était assombri par des difficultés financières persistantes. Diane était avant tout une mère. Elle avait 3 enfants, Francis, Élisabeth et le plus jeune, Grégory. Selon sa fille Élisabeth, le plus grand rêve de sa mère était d'avoir une famille et des enfants. Elle n'était pas une râleuse, ce qui rend sa confidence à sa fille, peu avant sa disparition, d'autant plus significative. Diane a admis qu'elle n'était plus sûre de sa relation avec mon père, que les choses n'allaient pas bien pour elle. Cette révélation, venant d'une femme qui exprimait rarement ses difficultés, suggère qu'elle avait atteint un point de rupture, un état de désespoir que sa fille a décrit comme avoir touché le fond du baril. Cette infortune croissante a pu amener Diane à envisager une séparation, une décision qui aurait eu des conséquences financières drastiques pour son mari. Paul LaPlante, de son côté, était une figure dotée d'une façade de respectabilité qui masquait une histoire d'instabilité financière. Bien qu'ayant occupé la fonction de maire de Saint-Liboire, sa carrière subséquente de camionneur fut marquée par les embûches. En 2002, il fut acquitté d'accusations de fraude. Mais c'est Diane qui avait payé la majeure partie de ses frais juridiques, s'élevant à 80 000 $. Cette dépendance financière envers son épouse allait devenir un facteur central dans le drame qui allait se jouer. 2 événements survenus en 2007 altérèrent irrémédiablement la trajectoire de la famille et préparèrent le terrain du meurtre. Le premier fut une tragédie indicible. Le 5 février 2007, leur fils de 13 ans, Grégory, se suicida.
La perte laissa une cicatrice profonde au sein de la famille, un deuil que Paul Laplante exploitera plus tard de manière cynique. Le second événement fut de nature financière. En 2007, la mère de Diane, dont elle était la fille unique, décéda, lui laissant un héritage substantiel de plus d'1 million de dollars en argent et en biens. La convergence de ces deux événements dans l'année précédant la disparition de Diane créa une tempête parfaite. L'héritage fournissait à Laplante un motif financier puissant et transformateur, lui qui avait déjà des antécédents de dépendance économique envers son épouse. Dans le même temps, le deuil authentique et accablant causé par la mort de Grégory lui offrait une excuse toute trouvée et émotionnellement résonnante pour expliquer une disparition soudaine. La douleur d'une mère en deuil devenait son alibi. Peu avant qu'elle ne disparaisse, Laplante convainquit Diane de signer une procuration lui donnant accès à ses comptes bancaires. Le moment où Diane commençait à exprimer son mal-être et la possibilité de quitter le mariage coïncida avec le moment où Laplante obtenait le contrôle financier et une excuse plausible pour sa disparition. L'alliance de la cupidité et de l'opportunité, née de la tragédie, scella le destin de Diane Grégoire. Pendant près de 4 ans, le corps de Diane Grégoire est resté introuvable, et l'enquête, bien que ciblant fermement Paul Laplante, semblait dans une impasse. La percée est finalement venue non pas d'une dénonciation, mais du hasard. Le 21 novembre 2011, un citoyen se promenant dans un boisé isolé de Coteau-du-Lac, près de l'autoroute 20, a fait une découverte macabre, des restes squelettiques humains. La Sûreté du Québec a immédiatement isolé les lieux. Sur place, les enquêteurs ont découvert, avec les ossements, un manteau d'hiver jaune de la marque Canuck. Il ne s'agissait pas d'un vêtement ordinaire, c'était la pièce distinctive que Diane portait le jour de sa disparition, un cadeau que son propre mari lui avait offert. Pour Paul Laplante, ce fut une erreur fatale. Après avoir potentiellement planifié le crime avec tant de soin et réussi à cacher le corps pendant si longtemps, son échec à éliminer cet objet hautement reconnaissable fut une faute catastrophique. Le manteau jaune a fourni une confirmation visuelle immédiate et puissante. Le 29 novembre 2011, après 46 longs mois d'incertitude, l'analyse forensique a officiellement confirmé ce que le manteau laissait présager. Les restes étaient ceux de Diane Grégoire. Des fuites d'informations de sources policières ont par la suite suggéré que la cause du décès était un traumatisme contondant. Elle aurait été battue à mort, possiblement avec une barre de fer. Avec cette confirmation, l'enquête est entrée dans sa phase finale. La fille de la victime, Elisabeth Laplante, a fait preuve d'un courage immense en acceptant de collaborer activement avec la police. Équipée d'un dispositif d'enregistrement dissimulé, elle est allée confronter son père dans son nouvel appartement à Montréal. Dans un moment d'une tension inimaginable, elle a posé la question qui la hantait. « Papa, as-tu tué maman ?» La réponse de Paul Laplante ne fut pas une confession. Il a nié l'accusation très fermement, feignant l'offense tout en versant des larmes. Bien que cette confrontation n'ait pas fourni la preuve directe espérée, elle a scellé la rupture définitive entre le père et sa fille. Le 13 décembre 2011, les agents de la Sûreté du Québec ont arrêté Paul Laplante. Lors de son interrogatoire, qui dura 6 heures, il n'a fait aucune admission. Son comportement fut tout sauf celui d'un innocent. Il a récité des prières, chanté des cantiques, s'est bouché les oreilles et s'est même allongé sur le sol, menaçant par ailleurs de poursuivre la police pour erreur judiciaire. Le lendemain, il était inculpé du meurtre prémédité de son épouse. La chute du suspect semblait complète, mais le procès qui s'annonçait n'eut jamais lieu. Le 9 janvier 2012, Paul Laplante a été retrouvé mort dans sa cellule du centre de détention de Rivière-des-Prairies. Il s'était suicidé par pendaison. Cet acte final fut un ultime calcul. Il laissa derrière lui des lettres dans lesquelles il maintenait son innocence et, dans un testament manuscrit d'une cruauté calculée, il déshérita ses 2 enfants, Elisabeth et Francis. Son dernier souhait ? Que ses cendres soient enterrées aux côtés de son fils Grégory et de Diane, la femme qu'il était accusé d'avoir assassinée. En se donnant la mort, il a non seulement échappé à la justice, mais il a également verrouillé le dossier. Selon les politiques du directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, en l'absence de procès, le dossier complet des preuves réunies contre lui est resté scellé,
privant à jamais la famille et le public des détails complets de l'enquête. L'affaire Diane Grégoire se clôt sur une amertume judiciaire, un vide laissé par un procès qui n'a jamais eu lieu. Pourtant, son héritage ne se résume pas à cette fin. Il illustre avec une froide clarté comment la cupidité et le désespoir financier peuvent corroder les liens les plus sacrés. C'est aussi une démonstration de la puissance d'une enquête circonstancielle méticuleuse, capable de construire un cas solide malgré l'absence de corps pendant des années et malgré le mutisme du principal suspect. Enfin, et surtout, cette histoire est un témoignage de résilience. En 2017, Elisabeth Laplante, devenue journaliste, a présenté une série documentaire « Tu ne m'as pas tué », reprenant le contrôle de la narration que son père avait tenté de verrouiller. Elle y a donné une voix aux victimes collatérales des crimes familiaux, transformant sa tragédie personnelle en une plateforme de sensibilisation et de solidarité. En parallèle, l'affaire Hélène Monaste nous rappelle que la quête de justice est une course de fond, où l'espoir renaît grâce à l'opiniâtreté des familles et au progrès de la science. Ces deux récits, bien que distincts, sont unis par un même fil rouge, la lutte indomptable contre l'oubli et la manipulation. Ils nous enseignent que même lorsque la justice institutionnelle trébuche ou reste silencieuse, la vérité finit toujours par trouver un chemin, porté par le courage de ceux qui refusent de se taire. Ces deux histoires vous ont-elles marqué? Laquelle vous a le plus touché ou semblé la plus énigmatique? Partagez votre avis dans l'espace commentaire. Si vous croyez comme nous que chaque histoire mérite d'être racontée pour éviter qu'elle ne sombre dans l'oubli, soutenez notre chaîne Traces perdues, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines enquêtes. Votre engagement est essentiel pour donner une voix à celles qui l'ont perdue.